Donc, bienvenue à tous. On va redébuter. Je m'appelle Francis Dubé. Je vais être le modérateur pour la session 2, qui a pour titre Capacité organisationnelle des municipalités et les enjeux d'utilisation des données. Donc, moi, je viens du CIRAD, qui est un CCTT, comme on l'a abordé plus tôt. Je viens de la Gaspésie, donc j'ai fait un peu de route, puis je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va avoir 4 conférenciers avec nous. Madame Annie Demers, qui va commencer, qui est la directrice de la division des affaires stratégiques à la Ville de Québec. Vous pouvez venir vous asseoir. Si vous voulez rester juste là, mais vous pouvez venir commencer à vous installer. Qui va nous parler un peu de la stratégie de la Ville de Québec. Ensuite, Rachel Mallette, qui est agente de recherche en géomatique à la Ville de Montréal. Et en troisième lieu, on va avoir M. Nicolas Merveille, qui est professeur au département stratégie, responsabilité sociale et environnement à l'École des sciences et de la gestion de l'UQAM. Et pour terminer, on va avoir Mme Lauriane Gare, gestionnaire de programme à Nord-Ouvert. Vous avez 15 minutes pour élaborer sur votre présentation. Je vais être tout prêt pour vous indiquer les 5 minutes restant, 2 minutes, 1 minute. Et donc, on va pouvoir débuter sous peu lorsque vous êtes prête, Madame Demers. On est parti? OK. Bien, bonjour, je m'appelle, j'ai été présentée, Annie Demers. Je vais aussi apporter un petit correctif. J'aimerais bien être directrice à la Ville, mais je suis conseillère en développement organisationnel à la division des affaires stratégiques, justement en charge de la stratégie de développement durable. Il n'y a pas de souci, là. C'est juste que je vais remettre de certaines pendules à l'heure, étant donné que c'est enregistré. Donc, c'est ça. Suite au départ de la directrice, je suis dénommée coordonnatrice de la stratégie de développement durable. Donc, c'est tout à fait intéressant. Mais néanmoins, ça fait quand même 1 an au sein de la Ville dans laquelle je collabore dans le département à la mise en vigueur de cette super stratégie pour laquelle on est très fiers. Donc, en 2021, justement, la Ville concluait sa stratégie de développement durable qui a mené à une vision qui est indiqué ici qu'en 2030, la population de Québec forme une communauté engagée, solidaire et inclusive qui souhaite profiter d'un environnement sain et résilient face au changement climatique et la récolte des fruits d'une économie juste, verte et prospère. Donc, tout d'abord, je vais vous introduire un petit peu à quelle a été justement notre démarche qui nous a amené et ses composantes qui ont mené à la stratégie de développement durable. Donc, sans refaire toute la genèse de la démarche, c'est depuis 2006 que la Ville était active en développement durable et c'est en 2019 qu'elle a décidé d'amorcer sa réflexion. Et à l'hiver 2020, elle lance officiellement la démarche structurée et collaborative avec, entre autres, la participation de la chaire Éco-Conseil de l'Université du Québec à Rimouski. Basée sur les objectifs de l'ONU, donc il y a plusieurs sujets de discussion lors de la rencontre précédente, suite à cette analyse-là de tous les objectifs de développement durable, la Ville a ressorti 20 orientations stratégiques. Donc, ces 20 orientations stratégiques-là ont été combinées dans 5 défis collectifs. Donc, le cœur de notre stratégie de développement durable est vraiment les orientations, même au niveau de nos façons de faire à la Ville, qui sont davantage de plus en plus intégrées face à ces 5 défis collectifs qu'on le retrouve. La cohésion sociale, évidemment, qui est basée sur un accès équitable aux services et aux ressources, un enrichissement collectif, de diversité et d'inclusion. Au niveau de l'ordre social, la santé globale, basée sur la santé physique et psychologique, bien évident, qu'il faut un bien-être individuel et collectif. D'ailleurs, le ministère de la Santé collabore beaucoup avec nous à cet effet. La transition qui se définit comme une action ou toute initiative permettant de créer un cadre favorable à l'engagement de la collectivité et des transformations sociales, économiques et écologiques. La résilience, qui est la capacité de réduire les risques et la vulnérabilité qui menacent les infrastructures essentielles, les humains, les écosystèmes naturels pour pouvoir mieux faire face à différents types de bouleversements. Et pour terminer, la décarbonisation,
qui est souvent la tendance sur laquelle on travaille beaucoup au niveau de l'environnement, qui correspond bien entendu à la réduction des gaz à effet de serre. De cette stratégie découlent 2 plans. Pour le moment, en tout cas, là, présentement, on a 2 plans qui ont été créés et mis en vigueur. Donc, on a le plan d'action transition climatique et le plan d'action solidaire. Donc, le plan de transition d'action climatique, lui, couvre 3 objectifs, 3 défis collectifs, la carbonisation, la résilience et la transition. Et la transition a un point commun avec le plan de transition d'action climatique et le plan d'action solidaire, qui, lui, va essentiellement couvrir les défis de la cohésion sociale, la transition et la santé globale. Dans le plan de transition d'action climatique adopté en juin 2021, lui aussi, on décline 20 chantiers dans lesquels, vous voyez, il y a 122 actions. Donc, on a beaucoup de projets qui vont s'amerrimer à chacun des chantiers. Et au niveau du plan d'action solidaire, bien, il y a 16 chantiers sur lesquels la Ville a décidé de concentrer ses efforts. Donc, afin de mesurer l'impact de ces stratégies et ces plans, la Ville a bien entendu choisi des indicateurs et fixé des cibles pour lesquelles vous voyez des exemples à l'écran. Bien entendu, qui dit cible, dit données. Donc, on en voit quelques-uns. Les objectifs, justement, liés à une démarche de données et de fixation des cibles, c'est bien entendu de construire un écosystème d'indicateurs qui démontre les relations de cause à effet. Mesurer les répercussions initiées par la Ville et aussi atteindre les cibles du développement durable. Donc, on est sensibilisé justement à ce que l'ONU demande à la planète et de ses acteurs d'agir. Donc, nous, on tente aussi d'être capable de se mesurer par rapport à ces objectifs-là. Mon Dieu. Donc, la provenance des indicateurs choisis par la Ville. Donc, évidemment, il y a les indicateurs de l'ONU. On a aussi les indicateurs ISO, dont les données sont certifiées et sont actuellement mesurées, compilées. Et la Ville est certifiée, justement, platine depuis 2017. Donc, c'est un référent sur lequel on est capable d'avoir des comparables et de s'appuyer. Et ces indicateurs-là, ISO, sont aussi en lien avec différents objectifs de développement durable, qui en couvrent plusieurs. On a aussi les indicateurs qui sont suivis en construction par des professionnels au sein de nos unités administratives. Et aussi, on a des indicateurs qui avaient déjà été établis par les budgets de la Ville, puis ces autres découlent des services rendus. Donc, on a 8 services rendus qui nous permettent de segmenter nos activités financières et nos actions d'investissement. Donc, souvent, il y a un mariage qui se fait. Si on prend le PIB, à titre d'exemple, bien, évidemment, il est mesuré par les indicateurs du budget, puis nous, dans un autre audité, bien, on va aussi le regarder pour certaines autres actions mises en place dans la stratégie de développement durable. Bon, tout ça vient se marier ensemble. Un des enjeux principaux, bien entendu, c'est d'être capable de mesurer l'impact de cause à effet. Donc, nous, à la Ville, on a établi une certaine déclinaison de stratégie pour être capable de venir nous aider à mesurer tous ces éléments-là. Évidemment, j'ai pris comme exemple la décarbonisation. On est très sensibilisé par ce paramètre connu. Et bien entendu, on parle de l'indicateur macro de l'émission de gaz à effet de serre. Mais si on voit qu'on ne rejoint pas cet indicateur-là, bien là, à ce moment-là, on est capable de descendre, de décliner les différents indicateurs, sous-indicateurs, peuvent venir voir si nos actions portent fruit ou pas, ou quelles sont les incidences. Donc ici, on descend, puis on voit qu'on se rend jusqu'au projet relevant justement les activités des projets qui relèvent du plan de transition d'action climatique. Donc, vous pouvez voir l'indicateur tactique et les investissements dans les réseaux, la mobilité active, en termes de monétaire. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, mais j'en ai mis qu'un en exemple. Les indicateurs opérationnels, le pourcentage. Opérationnel aussi, on a un autre niveau qui est le kilométrage de pistes cyclables non développées pour finalement arriver sur le développement actif et avoir des incitatifs beaucoup plus spécifiques quant au développement de nos actions.
Alors, voilà. Quant aux difficultés rencontrées, bien ici, j'ai quelques exemples. J'ai 3 exemples diversifiés. Donc, les données en lien avec la stratégie de développement durable, c'est évidemment essentiel pour évaluer les progrès, mais c'est aussi de mesurer nos actions. Toutefois, la collecte de données et la gestion de ces données sont souvent difficilement accessibles aussi rapidement qu'on le voudrait ou incomplètes ou sont prises de façon unitaire. Donc, ici, évidemment, c'est d'arriver, je donne un exemple, d'arriver à avoir un indicateur indirect de cause à effet. Donc, on met en place un parc. Comment est-ce que cet impact-là peut avoir un impact sur la population, la vulnérabilité des enfants? Ensuite de ça, de la responsabilité restreinte ou partagée de la ville dans certains champs, fait en sorte qu'il est difficile de quantifier les répercussions de certaines de nos actions. Donc, c'est sûr que ce qui fait aussi en sorte qu'on est capable de travailler en solidarité avec des partenariats, que ce soit les gouvernements ou les universités. Donc, c'est ce qui peut nous aider à soulever cette difficulté de partage de données. En tout cas, à ce matin, à ce que vous écoutez, c'est qu'on a au moins des efforts qui sont faits en ce sens. Évidemment, il y a leur compréhension aussi qui parfois peuvent être difficiles. Aussi, les difficultés rencontrées qu'on a à la ville, s'ajoute évidemment la disponibilité, la fiabilité, la comparabilité, la qualité des données, la fréquence de celles-ci. Donc, il est à noter que des fois, le manque de données pertinentes ou le coût associé à trouver cette donnée ou encore la récolter, bien, peut être un frein important. La Ville, quant à elle, elle a choisi de s'appuyer sur ses experts pour s'assurer de la qualité des données et leur viabilité. Donc, des indicateurs qu'on met en place, qu'on décide de ne pas mettre de l'avant, qui pour nous ont un reflet de nos actions, bien, nous aident à gérer nos objectifs de développement durable préconisés par la Ville. Alors, les prochaines étapes que justement que nous, la Ville, on seront mises en place, il y a entre autres la mise à jour de notre page web parce qu'évidemment, depuis 2021, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été accomplies. Donc, on va venir mettre à jour ces informations-là au niveau de notre page web. Inciter aussi davantage les citoyens qui veulent en savoir plus, que ce soit un environnement plus parlant pour eux. Donc, on travaille sur l'accessibilité de ce que peut être un développement durable dans une ville. Et on a aussi justement la publication d'un tableau de bord sur les cibles combinées budgétaires. Donc, on a fait un combo ensemble. Déjà, on est des indicateurs budgétaires par service rendu, mais on est venu combiner avec notre stratégie de développement durable. Donc, tous les indicateurs communs vont être publiés prochainement sur un tableau de bord du site de la ville. Alors, voilà. Il me reste 5 minutes. Fait que je suis même en avance sur mon temps. 3 minutes en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, on voit effectivement que, en termes de capacité organisationnelle, la Ville de Québec semble très avancée. Beaucoup de capacités. C'est super. C'est excellent. Donc, on va passer directement à la deuxième présentation qui va être par Mme Rachel Mallet, agente de recherche à la Ville de Montréal. Oui. Excellent. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Rachel Mallet, agente de recherche en adaptation au Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal. Olivier Caron, qui devait être présent avec moi aujourd'hui, est pris dans un autre colloque de l'association. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui me restent divisés en deux, mais ce n'est pas possible. Donc, je vais prendre le relais pour lui. Donc, je vais vous présenter nos travaux sur les îlots de chaleur urbains, le ruissellement et la vulnérabilité au changement climatique sur le territoire de l'agglomération de Montréal. L'une des actions du plan climat concerne la bonification des outils de planification et de réglementation en urbanisme. La Ville s'est engagée à mettre à jour l'analyse de vulnérabilité au changement climatique réalisée dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique de l'agglomération de Montréal.
et à l'intégrer dans le prochain plan d'urbanisme et de mobilité. De plus, le gouvernement du Québec a sanctionné le projet de loi 67 qui modifie la loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin notamment d'exiger que les zones sujettes aux îlots de chaleur soient identifiées à tout plan d'urbanisme et la Ville doit aussi respecter ses engagements vis-à-vis le C40 dont la mairesse Plante est vice-présidente. Les travaux ont débuté en novembre 2021 avec la collaboration de la Division de la géomatique de la Ville de Montréal, divers services centraux et la Direction régionale de santé publique. Un mandat a été donné au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal pour travailler sur la mise à jour de l'analyse de vulnérabilité de 2015. Avant de débuter, nos travaux rayonnent déjà, donc la carte des îlots de chaleur produite avec les images aéroportées 2016 et le mois de juin du calendrier ESRI Canada. Le Bétare et l'UQAM ont remporté le prix Vectora, décerné par l'Association de géomatique municipale du Québec pour ses travaux en octobre dernier. Puis, on était présent au symposium Ouranos en décembre au Centre des congrès de Québec. Puis, je vois quelques visages familiers qui étaient également présents lors du colloque. Donc, débutons avec les nouvelles cartes d'îlots de chaleur. Plusieurs d'entre vous ont probablement déjà vu la carte des îlots de chaleur 2022 disponible, qui est maintenant disponible en données ouvertes sur le site de la Ville et également sur l'application web ArcGIS Online qu'on a développée pour toutes nos cartes de vulnérabilité d'îlots de chaleur. Cette carte a été produite avec les images aéroportées à très haute résolution, prises de jour et de nuit entre le 3 août et le 3 septembre 2016. Puis après, ils ont été mosaïquées en fonction du 20 août 2020 par la Division de la géomatique. La nouvelle carte des îlots de chaleur comprend 5 classes comparativement à l'ancienne carte qui a été publiée dans le plan d'urbanisme et le plan d'adaptation au changement climatique. Nous, on est allé vers une cartographie complète sur le territoire, donc à 5 classes. Puis, c'est cette carte-là qui a été utilisée dans l'analyse de vulnérabilité de 2022. En plus de cette carte-là, on a produit d'autres cartes pour faire le point sur l'évolution du plan climat 2020-2030. Donc, la Ville publie annuellement une reddition de compte, l'état d'avancement de ses 46 actions, ainsi que ses 8 indicateurs, dont la diminution de la superficie des îlots de chaleur. Donc, on compte produire des cartes aux 3 ans pour suivre l'évolution des îlots de chaleur sur le territoire. Et cette carte-là, elle a une résolution finale de 30 mètres. En principe, on aurait dû avoir une carte pour 2022, mais on n'avait aucune image qui correspondait aux paramètres de sélection. Ce qui fait qu'on souhaite que cet été, on soit chanceux et qu'on puisse produire une nouvelle carte pour notre suivi dans le temps. Et voici une analyse en composantes principales qui a été produite afin de détecter les changements entre 2013 et 2019. C'est l'une des méthodes d'analyse de données multivariées les plus fréquemment utilisées pour comparer des données entre elles. Elles permettent notamment de résumer l'information en réduisant le nombre de variables. Donc, c'est une méthode transforme des valeurs liées entre elles, dites corrélées en statistique, puis en nouvelles variables décorrélées. Je l'ai bien dit. Les unes des autres. Donc, on peut voir sur la carte les améliorations en bleu et les détériorations en rouge. Voici un exemple tiré de la méthode de l'analyse ACP. Donc, on observe ici une détérioration près du parc du Bois d'Anjou ou un développement dans le secteur à proximité a grugé une partie du boisé. On voit très bien que la zone qui était en îlot de fraîcheur est devenue une zone à risque. Donc, on a perdu un bout. Puis, un autre exemple, c'est dans le quartier industriel de Montréal-Est, où on observe une amélioration, donc des surfaces minéralisées en 2013, qui ont été laissées en friche, diminuant les températures environnantes. Donc, on a des températures plus près de la normale. Donc, poursuivant avec les travaux sur le ruissellement de surface, le but de l'analyse était de déterminer la localisation des cuvettes afin de soutenir l'aide à la décision dans la mitigation des effets des changements climatiques.
et d'observer comment le sol se comporte lors de précipitations, puisque la fréquence des pluies, comme on le sait, ça augmente de plus en plus. Et cette carte-là, évidemment, est utilisée dans l'analyse de vulnérabilité aux pluies abondantes. Donc, la méthodologie développée par le département de géographie de l'UQAM pour identifier les cuvettes est inspirée des travaux de l'Université de Copenhague, qui a créé un modèle de géotraitement des secteurs urbains ne présentant aucun drainage naturel. Donc, ces secteurs appelés cuvettes ou blue spot sont des zones topographiquement basses à risque de débordement en cas de précipitation intense. Donc, on a travaillé avec différents types de données, dont le modèle numérique de terrain MNT de la Ville de Montréal, où les bâtiments sont ajoutés puis convertis en modèle Keypoint à des cellules matricielles. Donc, on a produit 2 modèles, soit l'identification des cuvettes qui a été utilisée dans l'analyse et également la valeur de remplissage de ces cuvettes-là. La donnée source a été réalisée à 1 mètre de résolution afin d'identifier et d'isoler toutes les particularités physiques du territoire. Et évidemment, dans l'analyse de vulnérabilité, on a dû ramener ça à notre échelle de traitement de données. Donc, évidemment, nous, on travaille pour pousser encore plus loin nos analyses. Donc, une étudiante de maîtrise a utilisé les données de surface minérale et végétale produites par la division de la géomatique de la Ville de Montréal et s'est concentrée sur le centre-ville de Montréal parce qu'on a plusieurs particularités dans le Mont-Royal, on s'entend. Puis évidemment, nous autres, on voulait faire un test avant d'appliquer cette méthodologie-là à l'ensemble de l'agglomération. Donc, on a vraiment décidé de se concentrer sur ce secteur-là, soit le bassin versant du centre-ville, parce qu'il y avait vraiment plus de différences de topographie et de relief. Donc, voici une cartographie plus détaillée des cuvettes situées sur la surface minéralisée au centre-ville. Donc, on a également réalisé une analyse multicritère qui tenait compte de la nature des sols. Donc, on voit dans le milieu la cartographie des dépôts meubles et le facteur pente, donc qui est un facteur de ruissellement important. Puis, évidemment, pour faire une analyse multicritère, les coefficients de ruissellement par type de sol ont été attribués en s'inspirant du guide de gestion des eaux pluviales publié par le gouvernement du Québec en 2011, puis le guide de gestion des eaux pluviales en milieu urbain qui a été publié par la Ville de Québec en 2017. Donc, ceci a permis de revoir la cartographie des cuvettes selon les valeurs du coefficient de ruissellement qu'on voit à gauche. Puis par la suite, une pondération a été élaborée grâce à une analyse multicritère pour évaluer l'aptitude des sols à l'infiltration des eaux. Donc, on le voit que l'infiltration est basse dans les secteurs où c'est rouge. Puis, actuellement, on continue le travail. On veut également développer des modèles de simulation adaptés au territoire de Montréal pour scénariser des débordements lors de précipitations de 20, de 40, de 80 et de 100 mm. J'ai bien tourné ma diapo. Puis, voici 2 exemples. Donc, à une pluie de 20 mm, à une pluie de 100 mm. On observe que c'est 56 des cuvettes présentes sur le territoire qui débordent lors d'une précipitation de 20 mm. Ce qui fait qu'on pousse, on continue notre travail pour pouvoir appliquer cette analyse-là partout sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Donc, oui. Également, on travaille sur une modélisation dynamique du drainage et du ruissellement de surface sur les différents types de ruissellement. Donc, évidemment, on veut savoir quelle cuvette se remplit en premier et déborde dans les suivantes parce que c'est sur les cuvettes qui se remplissent en premier qu'on va faire des mesures en adaptation, par exemple, des places résilientes. Donc, excusez, je ne vous ai pas montré la diapo, hein? C'est celle-là. La modélisation de drainage et de ruissellement de surface. Donc, poursuivant avec l'analyse de vulnérabilité. Donc, la vulnérabilité des populations et des infrastructures, elle dépend de notre préparation au risque climatique ainsi qu'à la capacité d'adaptation du territoire. Donc, on a franchi la première étape avec l'analyse de vulnérabilité au changement climatique. Donc, les prochaines étapes seront d'évaluer le risque climatique et de mesurer la capacité d'adaptation pour avoir un portrait plus global de la situation sur le territoire.
Donc, la vulnérabilité au changement climatique, bien, ça se calcule comment? On l'obtient en multipliant la sensibilité physique avec la somme des sensibilités sociales, territoriales et environnementales. Donc, la sensibilité physique, aussi appelée exposition, correspond au degré auquel un territoire est touché par un aléa climatique, tandis que les sensibilités sociales, territoriales et environnementales, mais ça correspond à la proportion dans laquelle la collectivité, les infrastructures et le milieu naturel sont susceptibles d'être affectés par la manifestation d'un aléa climatique. Voici le découpage pour traiter les données, que le même pour tous les aléas climatiques, soit une cellule carrée faite selon l'emprise des limites administratives de l'agglomération. En 2015, c'était une cellule de 250 mètres par 250 mètres, puis on a changé la méthode pour une analyse plus fine, donc à 25 mètres par 25 mètres pour pouvoir aller travailler plus au niveau des quartiers. Voici les cartes aux vagues de chaleur. Donc, les secteurs industriels, commerciaux ou très peuplés sont les endroits les plus affectés par les vagues de chaleur. Et ben, la ville est proactive pour inverser la situation. L'accent fort du plan climat planter, entretenir et protéger 500 000 arbres aux vagues de chaleur, comme mentionné par Madame Mauger. C'est un exemple qu'on est pour lutter contre les vagues de chaleur. Donc, on peut voir à l'écran la plantation d'un arbre dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Et voici les cartes de vulnérabilité aux pluies abondantes. Donc, la topographie, évidemment, est le facteur ayant le plus d'influence sur le potentiel d'accumulation des eaux. Et voici à l'écran le parc Pierre Doncereau, donc un parc de quartier résilient, donc pour la gestion écologique des eaux pluviales qui a été aménagé dans le cadre du projet du quartier 1000 de l'Université de Montréal. Et voici, oui, c'est ça, j'accélère. Voici les cartes de vulnérabilité aux tempêtes destructrices qu'on a connues il n'y a pas si longtemps. Et voici un exemple, c'est la rue Rio qui a été identifiée comme une rue apaisée où il y a eu des aménagements de trottoirs plus larges, des fausses d'arbres continues et l'enfouissement de fils. Et voici les vulnérabilités aux sécheresses. Comme exemple, j'aime bien présenter le PAQ 37 qui a été aménagé suivant des techniques de permaculture afin de rendre le sol autosuffisant. Donc, ça donne un parc résilient aux sécheresses, mais en plus de lutter contre les îlots de chaleur. Et la carte des crues, de vulnérabilité aux crues. Puis, évidemment, la Ville prend moyen. On a eu un investissement de 102 millions consacré à la réhabilitation des berges des parcs nature au réseau des grands parcs. Afin de bien comprendre comment ça fonctionne, voici la fameuse formule avec les cartes. Donc, il faut comprendre qu'il y aura toujours des sensibilités sur le territoire. Les températures de surface vont toujours refléter le choix de nos aménagements. Les transformations de la ville par l'ajout de nouvelles constructions et de nouveaux réseaux vont toujours être observables. La canopée, le milieu naturel, va toujours être sensible parce qu'on y retrouve des espèces vulnérables, puis la sensibilité sociale, mais elle joue un rôle très important dans le calcul des vulnérabilités. Parce qu'effectivement, la sensibilité sociale entre 2016 et les deux analyses, c'est deux recensements différents. Donc, on a eu une augmentation des groupes vulnérables dans le groupe des 65 ans et plus. Puis on le sait que le groupe des 65 ans et plus, c'est celui qui a connu la plus forte démographie au cours des dernières années. Et on s'attend que ça se reflète dans les prochaines analyses. Et pour finir, on a mis en place un site web. Les données sont en données au public. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Et là, je manque de temps. J'aurais aimé vous faire un petit exemple. J'aurais pu vous faire un exemple direct de l'application, mais bon, on pourra s'y reprendre à un autre moment. Donc, on était dans les données très précises. On voit que l'unité géomatique de la Ville de Montréal offre beaucoup de données, beaucoup d'outils pour faire des analyses.
Et donc, très intéressant, c'est très inspirant également. On va continuer avec M. Nicolas Merveille, professeur à l'UQAM, il me semble. Et donc, je vous laisse, je suis sûr de rien. Non, je vous laisse la parole. Si je reviendrai, je suis encore. Je me suis lancé un petit concours, c'est le titre le plus long. La classe, j'espère que je gagnerai. D'habitude, j'aime pas ça. Donc là, ce qui m'intéresse de vous présenter aujourd'hui, c'est un peu comment est-ce que émerge l'idée de rédiger une charte des données numériques dans la ville de Montréal, puisque c'est un travail qui a été réalisé de 2018 à 2020 à peu près. Je ne vais pas vous présenter la charte parce que, en fait, il suffit d'écrire charte des données numériques sur le web pour finalement y avoir accès la ligne. C'est pas ça qui est intéressant aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on finit par considérer qu'il faudrait écrire une charte. Donc, c'est un peu ça l'objet de ma présentation. Il y a un contexte. Le contexte, c'est finalement dans des débats publics et surtout des débats médiatiques sur toute la question de l'éthique. On commence à énormément parler en 2018-2019 de l'éthique de l'intelligence artificielle, des problèmes d'éthique liés à la production de la donnée numérique. Et on est surtout pris par un projet d'aménagement du territoire de la ville de Montréal qui est ce qu'on appelle la ville intelligente, qui a été décidé par l'équipe de Coder. D'accord. Donc l'idée de monter une ville intelligente, c'est pas si nouveau que ça, puisque c'est officiellement 2014, avec la création d'un bureau de la ville intelligente au sein de l'administration. Donc on crée dans l'administration de la ville de Montréal une officine qui s'appelle le bureau de la ville intelligente. Donc moi j'arrive dans ce contexte-là, au sein de l'administration, fin du mandat Coder, avec le bureau de la ville intelligente, et début du mandat Plante, avec la disparition du bureau de la ville intelligente. Puisque vous savez que souvent, ce qu'on fait dans le monde politique, c'est qu'on efface tout ce qui a été fait auparavant. Voilà, c'est une manière de procéder. Ça ne fonctionne pas par accumulation, ça fonctionne par effacement. Voilà. Et puis, il y a donc au sein de l'administration ce bureau de la ville intelligente, il y a déjà des projets pilotes, bien sûr, liés à l'installation d'artefacts intelligents, mais il y a aussi de plus en plus une bibliographie qui émerge liée à tous les enjeux. Et là, ils ne sont plus simplement éthiques, mais c'est aussi des enjeux politiques, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux écologiques liés à la numérisation de nos vies. Et vous avez sur la place publique des penseurs qui commencent à être mis de l'avant et qui attirent notre attention sur le fait que la donnée numérique est peut-être en train de changer un grand nombre de choses, dont le projet de société lui-même. Alors moi, j'arrive dans une administration très très grande par le biais finalement de mon métier, qui est le métier de la recherche, puisque je gagne un appel d'offres qui est lancé par la municipalité de Montréal, qui s'intitule « L'éthique des capteurs ». Donc le titre de l'appel d'offres s'appelle « L'éthique des capteurs ». Je lis ça en décembre, à côté de ma cheminée, probablement avec une bière, et je dis, s'il y a des gens de l'administration de la municipalité de Montréal qui ont l'intelligence d'écrire un appel d'offres « L'éthique des capteurs », il faut les rencontrer. Et donc, je rédige un projet pour les rencontrer, parce que je n'y connais rien. Et en fait, je gagne. Parce que... Et donc, je me présente à eux et je rencontre des gens hyper doués. C'est-à-dire que c'est vraiment là ce que j'appelle la technocratie éclairée. Et je leur dis, j'ai gagné
l'appel d'offres, mais je dois vous confier quelque chose, je n'y connais rien. Et ils me disent, c'est un bon début. Vous le savez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent rien, mais qui pensent qu'ils savent. Vous nous dites que vous ne savez pas. Et je leur demande de me former, et ils acceptent. C'est-à-dire, sur le moment, j'étais en train de dire, vous voulez que je vous rembourse les fonds? Je vous dis que je disais à Lucam que c'est une blague. Et non, non, non. Et je leur demande donc une formation à quoi? À des enjeux que je ne comprends pas. Parce que je n'ai aucune idée de ce qu'implique la donnée dans la structuration d'une bureaucratie. Et je leur dis, expliquez-moi votre quotidien. Et là, ça devient intéressant parce que je fais exactement mon métier, c'est-à-dire je suis ethnologue. Moi, je suis anthropologue et on m'a appris à aller à des endroits où on connaît personne, où on connaît rien, on connaît même pas la langue. Et puis, quelques années plus tard, on dit, ton objectif, c'est de devenir un membre du village, ou de la ville, ou de la communauté. Donc, je leur ai dit, formez-moi, acceptez-moi, adoptez-moi. Moi, maintenant, je suis payé pour rester avec vous. Et donc, pendant 12 mois, j'ai accompagné tout le processus décisionnel du déploiement technologique intelligent dans la ville de Montréal. Donc ça, c'est 2017. 2018, je me rends compte finalement qu'il y a effectivement un projet de la ville intelligente, il y a des stratégies qui sont énoncées, mais qu'en fait, grosso modo, j'allais dire grosso modo, quand vous allez voir quelqu'un de l'administration, vous le rencontrez avec ses problèmes, avec ses pôles d'attraction, c'est-à-dire, en gros, ils s'en foutent de votre projet. Et donc, vous êtes face finalement à une situation assez étonnante. C'est finalement de dire, comment est-ce que je vais faire pour finalement m'en sortir avec mon projet, l'éthique des capteurs? Parfois, j'ai leur attention, et c'est uniquement dans une perspective de solutionnisme technologique. Qu'est-ce que c'est que le solutionnisme technologique? C'est, est-ce que tu aurais un artefact qui pourrait devenir une réponse à la quantité d'emmerdes que je dois gérer chaque jour? Et donc, c'est extraordinaire, puisque vous avez là une liste de commandes de gens qui disent « j'ai vu dans la littérature, j'ai vu dans le journal, j'ai vu dans un journal spécialisé qu'il existe tel logiciel, qu'il existe tel artefact, tel capteur, qu'il existe telle chose qui pourrait devenir une solution à mon problème. » Et donc, la ville intelligente devient, pour mes interlocuteurs, finalement, des applications numériques qui pourraient devenir solutions à leurs problématiques. C'est ça la vision des hauts directeurs de l'administration de la ville de Montréal, en règle générale. Alors, finalement, au fil de mes réunions, eh bien, la ville intelligente me tire dans tous les sens. Il n'y a pas une perspective de ville intelligente à Montréal, il y en a autant que d'acteurs au sein de cette administration. D'accord? Donc, c'est effectivement très intéressant. C'est ce qu'on appelle un projet pluriel. Seulement, on ne voit pas du tout la direction dans laquelle elle va aller. Donc, ce qui a été énoncé comme l'aménagement de la ville intelligente à Montréal, finalement, est rapidement mis sous pression, sous le poids de quoi? De l'organigramme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui finalement disent « moi, j'aimerais bien que cette ville, elle fasse ça. » Et ça, c'est quoi? Elle résolve mes problèmes en tant qu'administration. OK. Alors, pourquoi est-ce qu'on décide de formuler une charte? Eh bien, justement, pour tenter d'inverser cette dynamique de dispersion. C'est-à-dire que 2018, ce qu'on constate, c'est que la ville intelligente de Montréal, elle n'a aucune cohérence. Elle n'a aucune stratégie. Elle est émiettée. Et donc, on fait la proposition avec les personnes à l'intérieur de ce qui était avant le bureau de la ville intelligente, qui a été dézingué et qui est devenu le laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, le fameux LIUM. Si vous ne le saviez pas, il a été dézingué aussi. On se réunit autour d'une table et on dit, quand je rencontre la directrice de la sécurité routière de Montréal,
elle n'est pas tout à fait d'accord avec le bureau des relations avec les citoyens de Montréal. Donc, il faudrait quand même que ces gens-là se mettent à discuter pour se mettre d'accord sur c'est quoi la ville intelligente à Montréal. Et donc, l'idée de monter une charte ne vise qu'une seule chose, c'est faire en sorte que les gens au sein de l'administration se mettent à discuter ensemble. Donc, à aucun moment dans la genèse de l'idée de la ville, on a l'idée que ça devienne un outil pour l'extérieur. C'est au contraire un outil qui est fait pour améliorer la gestion interne de la bureaucratie. Et c'est une charte qui est clairement pensée sur le fait de dire on va rédiger une charte pour s'entendre sur nos valeurs en tant que ville. Parce qu'elle n'existe pas. Alors là, ça devient la deuxième étape de mon travail. C'est finalement comment est-ce qu'on va se mettre à coopérer dans ce que j'appellerais un champ de lutte. Puisque c'est normal, toute administration par définition est un lieu de pouvoir. Et donc on s'aime bien pas trop longtemps et on se déteste plutôt longuement. Peut-être c'est mon métier, je fais une thèse de doctorat sur ces conneries-là, c'est normal, d'accord? C'est pas à Montréal spécifiquement. Partout sur la planète, ça se passe comme ça. Ok. Donc, tout le travail n'est pas tant de rédiger une charte parce que entre nous, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les gens acceptent de s'asseoir autour d'une table et de parler de la même chose. Et ça prend du temps. C'est-à-dire que là, il en faut de l'imagination pour y arriver. Parce qu'ils ont toujours un rendez-vous plus important, parce qu'ils avaient oublié de l'écrire dans leur agenda, parce qu'ils ne viennent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de venir. Parce qu'ils ne veulent pas parler de ça. Ils savent ce qu'ils veulent, des technologies qui vont résoudre leurs problèmes. Oui. Mais on ne voit plus mon titre, c'est dramatique. Et alors, le seul moyen de décoincer le truc, c'est qu'on va commencer très haut. On va commencer là où on ne touche personne. C'est le projet de société. Vous voulez quel projet de société? Depuis votre direction, depuis votre organigramme. Et c'est finalement en allant questionner la notion de valeur qu'on arrive petit à petit à les amener vers des problèmes qui nous intéressent un peu plus. Sachant que le problème de valeur est fondamental. Puisque très rapidement, on passe de la valeur à un aspect plus important qui est finalement comment est-ce qu'on va tous ensemble décider d'une gouvernance responsable sur tout l'aspect de l'administration. Et c'est finalement là-dessus qu'on les fait travailler. Ça serait quoi, d'après vous, une gouvernance responsable du numérique? Et bien sûr, là, ils viennent plutôt cool, parce qu'en fait, ils s'imaginent bien que si on parle de ça, on va parler d'éthique, de morale, de légitimité, un peu de droit. C'est-à-dire là, ils ne sont pas en danger. Donc, ils viennent. Et donc, vous avez réussi à les faire venir. Donc, c'est un bon début. Puis, quand ils sont à l'aise et que tout va bien, il faut commencer à rentrer dans le dur. C'est-à-dire, bon, comment est-ce qu'on fait rentrer les citoyens dans tout cet enjeu de la rédaction de la charte? Comment est-ce que finalement, on réimagine de réallouer l'ensemble des ressources au sein de la bureaucratie, puisqu'il va falloir se transformer. Vous allez forcément assister à une redistribution des pouvoirs, parce que vis-à-vis des enjeux qu'on est obligé d'assister, il va y avoir une réorganisation moderne. Et finalement, comment est-ce qu'on va rendre compte par rapport à ce qu'on décide de mettre en place en termes de technologie à l'égard de l'ensemble de ce qu'on appelle des parties prenantes? Ça va? Alors là, bien sûr, alors j'ai plus l'expression chambardement que je trouve magnifique, mais vous foutez le bordel. Quand vous parlez de ça, vous parlez exactement de ce qui embête. D'accord? Et alors, c'est tout à fait extraordinaire puisqu'on assiste à une métamorphose, finalement, de la raison du pourquoi de la charte. C'est-à-dire, comme l'administration se rend compte qu'elle ne va jamais réussir à se mettre d'accord avec elle-même sur ce que devrait être cette charte, eh bien, on ne va quand même pas abandonner tout ce travail qui a été fait par Merveille et ses copains. Ça nous a quand même coûté de l'argent.
orientons cette charte vers l'extérieur, c'est-à-dire demandons aux autres de faire ce qu'on n'a pas été foutu de faire en interne. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? On va écrire une charte à l'attention de l'ensemble des parties prenantes sur notre territoire. Et on va leur demander de suivre les consignes qu'on n'aura pas été foutus nous-mêmes de définir ni de respecter. Donc, dit autrement, c'est exactement le monde de ne faites pas aux autres ce qu'on n'a pas envie de vous faire. Et de là, bien sûr, découle toute la présentation de mon amie et collègue Lauriane, puisque je la connais bien, et que je sais dans quel bordel elle a été amenée à vivre pendant des années, puisque vous imaginez bien que l'outil n'a pas du tout été pensé pour s'adresser à des acteurs extérieurs à la bureaucratie. Ça a été pensé pour organiser la bureaucratie. Donc, il y a un souci majeur, c'est finalement comment est-ce qu'on opérationnalise un document qui touche des aspects de morale, de valeur, mais pour lequel, finalement, initialement, il n'avait pas du tout été imaginé pour s'adresser à des acteurs extérieurs. Et donc, là, maintenant, vous allez avoir le mal de tête que j'ai filé à mon ami Lauriane. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, une présentation très bien illustrée. Et je n'aurais pas pu faire une meilleure introduction à Mme Lauriane Gorce, qui vient de Nord-Ouvert, qui va vous présenter un outil d'opérationnalisation un peu de... C'est ça, on a eu l'occasion d'aller définir ce que ça peut vouloir dire une gouvernance de données, l'opérationnaliser à différents niveaux. Donc, c'est ça que je vais vous présenter rapidement. Merci. Super, donc c'est ça, les 3 niveaux, c'est auprès de la société civile, intramunicipale et intermunicipale. Je vais ajouter un peu de contexte aussi. Il y a une étude récemment sortie, l'étude Biscience, en 2023, avec quand même 57% de répondants de municipalités de moins de 3500 habitants. Ce qui est intéressant, c'est de constater que 16% des répondants affirment que leur municipalité n'utilise pas de données numériques et 15% ne savent pas. Alors, pour quelqu'un qui s'intéresse à la gouvernance des données dans les villes, c'est intéressant de voir qu'environ un tiers des répondants ne savent pas qu'ils ont des données numériques. Enfin, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas au moins une donnée numérique dans chaque municipalité au Québec. C'est peut-être une méconnaissance ou alors c'est pas quelque chose dont on discute. Puis, cette enquête a aussi cherché à savoir c'est quoi les obstacles à l'utilisation des données numériques. Puis les besoins en formation du personnel. Donc, les obstacles, il y avait la protection et la confidentialité des données, le coût de la solution et le manque d'expertise technique. Donc, je pense que ça fait écho à beaucoup de choses qu'on a déjà entendues aujourd'hui. Et aussi, par rapport au manque d'expertise, c'est quoi plus précisément les besoins en personnel pour répondre aux besoins en gestion des données numériques des municipalités? La formation sur la gestion quotidienne des données numériques, les formations juridiques et les formations techniques. Et à chaque fois, pour les obstacles, c'était 55% des répondants ont mentionné les 3 points. Puis pour les formations, les besoins en formation, c'était plus de 80% des répondants. C'est assez significatif quand même. Puis peut-être je devrais préciser, données numériques, c'est vraiment un sens large. Hein. C'est pas des données bien structurées, bien belles dans une base de données. C'est un fichier Excel, c'est des données numériques déjà. C'est déjà peut-être élaboré, même juste un document Word, même un Google Doc, un enregistrement sonore. Ce sont des données numériques. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas croire qu'il n'y en a pas. Je serais contente de rencontrer la municipalité qui n'en a vraiment pas, qui ne fonctionne qu'au papier. C'est ça. Donc, Nord-Ouvert, on a été fondé en 2011. On est un organisme à but non lucratif qui était bien connu au Canada pour les données ouvertes et les villes intelligentes ouvertes. C'est des sujets qui nous intéressent toujours et qui nous ont amené progressivement, en fait, à nous intéresser de plus en plus à la gouvernance des données
et aux stratégies numériques des villes, mais aussi d'autres acteurs. Puis notre but, c'est vraiment d'aller faire progresser le bien commun en développant la stratégie numérique et la gouvernance des données par la recherche, le développement de ressources et la mise en œuvre et le renforcement des capacités, avec tout un tas d'acteurs qui partagent nos valeurs. Et quelque part, nous, on reconnaît qu'on n'est pas des spécialistes en développement durable on veut vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut contribuer à l'écosystème au Québec. Donc, c'est un appel ouvert. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter. On va aussi faire une annonce au sommet climat entre demain et après-demain. C'est d'ailleurs pour ça que je ne pourrais pas être là demain. Je m'excuse d'avance. C'est ça. Donc, pour reprendre la présentation de Nicolas Vervel, qu'est-ce qu'on peut faire auprès de la société civile? C'est nos travaux par rapport à Montréal en commun, mais encore une fois, peut-être un peu un niveau de contexte. Je m'interroge un peu comment est-ce qu'on veut résoudre les solutions, les objectifs du développement durable, les implémenter à l'échelle locale, mais est-ce qu'on peut le faire sans la société civile? Puis à quel point les municipalités comprennent leur société civile? Il y a une belle étude qui a été faite à l'Union européenne où on voit, par exemple, que quand il y a un partage sur une plateforme de données urbaines, il y a à 98% des données de la collectivité qui a ce portail, donc c'est ce qu'on s'attend. À peu près 20% des données des compagnies privées, OK? Puis la société civile, c'est seulement 12%, c'est quand même assez faible. Et puis, bon, c'est une manière comme une autre d'en savoir plus sur la société civile, mais c'est un point qui nous a interpellés à Nord-Ouest, puis on se demande s'il n'y a pas quelque chose à faire d'intéressant. Puis, nous, on se demande qu'est-ce que ça donnerait pour que les villes et la société civile travaillent plus ensemble. Peut-être un cadre de confiance pour le partage de données, d'informations, d'apprentissage, puis aussi d'aller outiller ces organisations de la société civile côté gouvernance des données et stratégie numérique aussi. Il y a tout un programme qu'on a en renforcement des capacités d'ATED. D'ailleurs, il y a 2 formateurs dans la salle. Mais je ne vais pas du tout en parler aujourd'hui. On va plutôt parler gouvernance des données. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Pour nous, la gouvernance des données, c'est vraiment tous les facteurs qui vont influencer les décisions concernant les données. Donc, on va décider d'aller en collecter, d'aller les croiser, les comparer, les oublier sur un Google Drive ou alors les réouvrir, les réutiliser pour la prise de décision, par exemple, aller chercher d'autres données à l'externe de notre municipalité, sur Données Québec, par exemple. Donc, voilà, c'est vraiment toutes ces décisions-là et comment elles vont être structurées ou pas. Donc, ces décisions arrivent. Tout le monde a une gouvernance de données. Est-ce qu'elle est cohérente? C'est ça où ça va être intéressant d'avoir un bon cadre de gouvernance des données. Puis selon nous, on se dit, ça va être intéressant d'aller établir des valeurs claires, donc ce que mentionnait Nicolas Merveille, d'avoir un peu quand même un guide commun de valeurs, puis d'objectifs qu'on veut aller réaliser pour le bien commun grâce à cette utilisation des données. Et puis, un bon cadre, ça donnerait une structure opérationnelle, transparente et inclusive qui décrit qui prend les décisions, comment les décisions sur les données sont prises et comment les décideurs sont tenus pour responsables de leurs décisions. Donc, toutes ces décisions liées à la production, l'utilisation, partage ou contrôle des données tout au long de leur cycle de vie. C'est ça. Donc, objectifs pour le bien commun, pourquoi pas les objectifs du développement durable, les objectifs de plan climat des municipalités, par exemple. Dans le cadre de Montréal en commun dont j'ai parlé, donc ça a été un programme, la petite bulle sur le financement est quand même important, je dois le mentionner à chaque fois que je parle. Donc, ça a été financé 50 millions octroyés à la ville de Montréal par le gouvernement du Canada dans le cadre du défi des villes intelligentes. Et Nord-Ouvert est un des partenaires pour aller développer qu'est-ce que ça va être cette gouvernance des données. Et là, les objectifs dans ce cadre-là, ça a été améliorer la mobilité durable, l'alimentation saine et l'utilisation des données et la réglementation municipale. Et après est venu le plan 2030 qui allait consolider tout ça, les objectifs qu'on cherche tous à réaliser. Donc, on avait des objectifs clairs, puis un besoin d'aller définir la façon dont les données devraient être utilisées pour répondre aux besoins de la communauté. Et nous, on aime bien dire mériter la confiance du public. Au lieu d'acceptabilité sociale, c'est vraiment, on va aller bâtir cette confiance, puis d'aller la mériter. Qu'est-ce que ça prend pour aller mériter cette confiance et construire ce cadre de confiance? Puis, pas juste définir dans notre tête ce que ça peut être, mais d'aller la mettre en place sur le terrain. Donc, vraiment,
très, très rapidement ce qu'on a fait. J'aurais pu faire toute la présentation juste sur ça, mais on avait d'autres points de vue à apporter. On allait mobiliser les partenaires de Montréal en commun pour comprendre leur réalité, d'aller voir est-ce qu'il y a une vision écosystémique qui se dégage, des choses en commun à l'échelle de tout l'écosystème des projets de ville intelligente de la ville de Montréal en mobilité et en alimentation. Et puis aussi personnel organisationnel et personnel de projet. Il faut comprendre que c'était beaucoup d'organisations sans but lucratif, petites associations locales, peu de moyens, zéro temps pour la gouvernance des données, ça ne les intéressait pas vraiment. Et puis, il y en a qui avaient des ressources techniques, d'autres même pas du tout. Donc, vraiment, une diversité d'organisations et aussi de projets, certains qui étaient très techniques, d'autres pas tant, mais il y a toujours des petites données qui traînent, même juste si on veut démontrer que ça marche, ben, ça prend des données pour aller évaluer. C'est ça. OK. Fait que, de 2021-2022, on a co-développé avec la Ville de Montréal surtout, mais aussi avec quelques partenaires, les outils de ce qu'on appelle le parcours de la gouvernance des données, parcours dans lequel on invite les partenaires à s'engager. Et donc, on allait définir ce cadre de gouvernance des données. Donc, en fait, très concrètement, à partir de cette charte de bons principes de la Charte des données numériques de Montréal, ce principe très haut niveau, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique pour cette petite asso locale qui a très peu de moyens, zéro temps, aucune idée de ce que c'est la gouvernance des données? Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement pour que son projet gouverne un peu mieux les données? Donc, c'était vraiment très concret et très accessible, ça devait l'être. Et un outil d'auto-évaluation notamment qui va permettre de savoir où est-ce qu'on en est dans l'implémentation de toutes ces actions concrètes. Donc, c'est ça. Puis, en 2022-2023, ben, on n'a pas juste sorti des documents puis on est parti au courant. Non, on est resté. Et c'est là que le dur commence et que c'est intéressant parce qu'on va voir, on va vraiment créer cette communauté de pratique et d'aller renforcer les capacités de ces partenaires pour aller, pour qu'ils déploient effectivement ces actions concrètes. Que ce ne soit pas juste sur le papier, voici ce que ça prendrait, mais quels sont les enjeux, qu'est-ce qui bloque, puis de les accompagner pour surmonter ces enjeux, puis effectivement avancer dans la gouvernance des données qui serait plus cohérente. Et puis, on a aussi mis en place cette stratégie de suivi et d'évaluation pour notre propre programme, pour comprendre est-ce qu'on aide, est-ce que ça avance, la gouvernance des données dans ces projets-là, ou pas. C'est ça. Donc, pour aller plus loin, j'ai un collègue qui présente cet après-midi aussi la gouvernance des données, mais par rapport à la mobilisation citoyenne autour des données dans un autre colloque. Puis, je vais présenter mercredi aussi sur les partenariats de données plus précisément. Oui, c'est bon, 5 minutes, parfait. Puis, vous pouvez me contacter. On a mis en ligne nos outils, donc vous êtes les bienvenus à aller chercher ça. Fait que ça, c'était vraiment la base de nos travaux, qui a mis la base de ce que ça pouvait être une gouvernance des données concrètement, action par action. Puis, qu'est-ce que ça peut donner? Là, c'était pour des partenaires des OBNL, plutôt qu'est-ce que ça donne côté ville? Donc, on a aussi la chance d'être financé par Infrastructure Canada dans le cadre du réseau de solutions pour les communautés pour outiller les municipalités canadiennes. Donc, on leur parle, puis on commence à comprendre c'est quoi leur problème en gouvernance des données à l'échelle du Canada. Il y a notamment un manque d'adhésion. Les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est, pourquoi ça pourrait être important, la gouvernance des données. C'est vraiment un enjeu. Ils n'ont pas forcément une compréhension commune. Ils parlent peut-être pas le même langage entre quelqu'un qui est très technique côté TI, quelqu'un qui est plus côté légal, différents départements. Mais il y a cette volonté de mieux collaborer. Donc, comme je disais, nous, on essaie de comprendre comment est-ce qu'on peut contribuer. Donc, on va aller sensibiliser, par exemple, en animant des ateliers et des discussions sur la gouvernance des données. C'est gratuit d'ailleurs, hein, vraiment, tout le monde est bienvenu, puis on va continuer dans ce sens-là pour la prochaine année au moins. Pour aller créer cette compréhension commune, on a un centre de formation nord ouvert qui va renforcer les capacités des employés municipaux avec des cours gratuits encore financés par Infrastructure Canada. Puis qu'est-ce que la gouvernance des données? Enfin, il y a des modules de base et avancés sur ces enjeux-là. Et on a aussi, finalement, nos travaux que je vous ai présentés juste avant sont utiles et sont reconnus comme utiles et reconnus par des municipalités au Québec et au-delà. Donc, la Ville de Montréal s'est appuyée sur notre cadre pour sa directive sur la gouvernance des données. On discute aussi avec Nantes et Rennes
en France. On discute avec Cities Coalition for Digital Rights, donc vraiment de comprendre comment ce qu'on a fait peut être utile ailleurs et être répliqué. C'est une des demandes de Montréal en commun. Et puis, qu'est-ce que ça donne quand on va à l'échelle intermunicipale, les collaborations entre plusieurs municipalités? Il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai un collègue qui fait des collègues qui ont fait un très beau travail sur ce rapport bâtir les capacités de données géospatiales des municipalités, un plaidoyer pour la collaboration. Puis c'est ça, mon collègue m'a proposé de mettre de l'avant ces 3 points, de reconnaître qu'entre municipalités, il peut y avoir des grandes différences. C'est pas parce qu'on est sur un même territoire, peut-être il va y avoir la grande ville, puis les autres plus petites villes autour. Et puis, donc, il n'y a pas forcément les mêmes compréhensions de ce que c'est la gouvernance des données, la même mise en place à l'échelle municipale en termes de qualité de données, interopérabilité, puis tout un tas d'affaires intéressantes. Je vais m'arrêter là. Puis aussi des asymétries de pouvoir. Est-ce que les petites villes se sentent aussi écoutées et ont autant de capacité de parler que des grandes municipalités quand il s'agit de se parler à plusieurs? Est-ce qu'il y a même la volonté de parler malgré les différences? Puis il y a quand même cette opportunité de mettre en commun des ressources et des capacités pour répondre à des attentes grandissantes. Donc, il y avait cet exemple je le prononce à l'anglaise, Alberta Municipal Data Sharing Partnership, dont le but, c'est d'aller mettre en données ouvertes des données en lien avec la prochaine génération du 911. Donc, je m'excuse, je ne maîtrise pas à 100% cet exemple. C'est vraiment mon collègue qui allait le creuser. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en payant de 0 à $200 par année, ce qui était 9 municipalités au début et très rapidement la moitié des municipalités d'Alberta peuvent mettre ces données ouvertes et répondre en fait à une obligation demandée par l'Alberta récemment. Donc ça, c'est le 3e point, de se dire finalement la province peut avoir un rôle pour renforcer l'incitatif et inciter à la collaboration entre plusieurs municipalités. C'était le cas pour l'Alberta. Puis voilà, à quoi peut ressembler un incitatif pour des municipalités sur les ODD dans un mandat du gouvernement du Québec pour encourager cette vaste collaboration? Est-ce qu'on la veut et à quoi elle pourrait ressembler? Ce serait intéressant de plonger ça. Puis on voit par exemple la loi 25 au Québec va vraiment aider à structurer les discussions sur la protection des données, par exemple. C'est ça. Donc, c'était une présentation assez rapide. J'espère que ce n'est pas trop intense sur différentes choses qu'on a pu explorer à Nord-Ouvert en termes de gouvernance des données à ces 3 niveaux. Et puis, encore une fois, on cherche à comprendre comment est-ce qu'on peut aider au mieux. Donc, on va faire de la recherche et développement d'outils, des formations gratuites et des services conseils. Mais au plaisir d'aller explorer à quoi ça peut ressembler à l'avenir. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Je fais des parallèles aussi avec les petites villes très rapidement. Je vous invite, on va rentrer maintenant dans la période des questions pour faciliter les gens qui... Pardon, faciliter les gens qui sont en virtuel. Je vais tenter de résumer la question pour la répéter aux gens. Et donc, si les gens en virtuel ont des questions, Oui, Stéphane Roche. Moi, j'ai une question par rapport à la dernière présentation, mais qui est en lien aussi avec ce qui a été dit avant. Il y a eu beaucoup de travaux au cours, j'allais dire, des 30 dernières années dans le domaine spécifiquement géospatial, là, sur ce qu'on appelait les infrastructures de données géographiques ou géospatiales. Et cette idée d'infrastructure, pensée d'ailleurs de façon multiscalaire, hein, du local à l'international, il y avait une infrastructure globale qui avait été imaginée. Prévoyez, c'était vraiment du travail, non pas sur où on stocke les données, mais comment on pense les mécanismes de partage, d'échange, de retrouver les données, les bases de métadonnées, etc. Puis j'ai l'impression, quand on parle aujourd'hui de gouvernance de données,
tout ce travail-là, là, c'est comme s'il n'avait jamais été fait. Or, il y a eu beaucoup de réflexions. Je crois qu'il y a eu beaucoup de solutions proposées. Je crois que la directive Inspire en Europe, qui est vraiment au niveau européen, était en quelque sorte une infrastructure. J'aimerais avoir votre, peut-être histoire de me ouvert à votre avis là-dessus sur. J'ai l'impression que dans ce domaine-là, on réinvente la roue souvent. C'est pas une critique, hein, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on ne tire pas profit de tous les travaux qui ont pu être faits déjà dans les années passées. Et il y a plein d'écueils. Je termine là-dessus, mais tu sais, par exemple, ce que tu évoquais sur le solutionnisme technologique, les travaux de Garrett Morgan, là, non pas Garrett Morgan, James G. March, là, il y a 50 ans, qui parlait de solutions à la recherche de problèmes pour qualifier souvent les initiatives technologiques. C'est aussi ça, c'est-à-dire de dire la plupart des gestionnaires, bien souvent en tout cas, ont un paquet de solutions déjà qui existent, qui sont plus ou moins. Puis on cherche des problèmes pour justifier telle ou telle solution. Puis en fait, on prend des décisions un peu à l'envers. C'est ça ma question en général, c'est que j'ai l'impression qu'on manque comment dire, de prise en compte de ce qui a pu être fait avant, souvent dans ces questions autour des données. Donc, en résumé, Monsieur Stéphane Roche demandait un peu à savoir est-ce qu'on peut s'inspirer des initiatives de gestion de données dans d'autres domaines, notamment l'aérospatial. Géospatial, pardon. Géospatial, ouais, peut-être pas aérospatial. Géospatial, est-ce que ça a été considéré comme des vrais modèles à suivre pour le domaine municipal ou pas vraiment? Est-ce qu'il y a eu des inspirations dans d'autres domaines peut-être? Puis voilà. Oui, peut-être je vais commencer. Dans le cadre des travaux de Montréal en commun, d'aller développer ce cadre, si le cadre, il y avait déjà un cadre existant qui allait définir qu'est-ce que ça veut dire une gouvernance des données qui respecte la participation publique, la souveraineté numérique, l'inclusion, des choses comme ça de manière claire. Si ça existait déjà, on aurait fait, si possible, copier-coller, puis on aurait dit, voilà, les auteurs, ils ont fait un très bon travail, puis on aurait passé plus de temps au renforcement des capacités. On a vraiment cherché à comprendre si ça existait déjà un tel outil de traduire des principes au niveau à un contexte précis et l'adapter au contexte précis des partenaires de Montréal en commun. On s'est certainement appuyé de cadres existants, de démarches en France, la ville de Nantes, sa charte est assez différente, assez similaire, pardon, avec quelques différences, mais d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait en pratique. On était dans ce genre de discussion-là. Mais c'est ça, à la fin de la journée, c'est sûr que c'est difficile de tout savoir. Donc non, c'est pas tout. C'est sûr qu'il y a plein d'apprentissages qu'on n'a pas pris en compte dans nos travaux. Mais on a quand même fait des bonnes recherches de littérature là-dessus. Tous les projets n'avaient pas vocation de partager les données. Il fallait aussi respecter un peu l'ambition de chacun des projets. C'était juste, non, moi, je fais juste mon petit truc, mes petits coupons alimentaires, puis j'ai pas de données géospatiales, Donc, c'est un peu la même démarche de on veut pas imposer trop de travail du côté des partenaires. On voulait vraiment comprendre c'était quoi leur contexte et leurs besoins. Après, c'est certainement pertinent. J'aurais envie peut-être d'avoir quelques références clés pour nos projets plus en partenariat de données. C'est clair, on est toujours preneur d'apprendre un peu plus. Mais j'espère que ça répond un peu à la question par rapport à la démarche pour le cadre. Ouais. Je sais pas si tu veux compléter. Ouais, j'aime bien ta question. Ouais. Si je n'aimais pas, j'aurais pas répondu, mais non, mais je pense qu'il faut utiliser les ressources qu'on a. Et si Simon Barnabé, il nous explique que ça serait peut-être intelligent de monter des conseils scientifiques dans les municipalités, ton exemple, il en est la preuve, oui. Qui a le temps de passer sa vie à lire des livres? Nous. Qui a le temps de dire il y a des livres intéressants à lire qui ont été écrits il y a 250 ans par un grec antique? Nous. Donc, c'est notre boulot. Par contre, là où il a mis un truc sur sa diapositive, Simon, puis j'ai bien aimé Ali. On cherche des gens neutres et transparents. Ouais. Et puis, il faut aussi des gens qui ont envie d'apprendre.
Parce que le monde de l'expertise, c'est peut-être pas ce qu'on veut tout le temps. C'est-à-dire que si c'est des gens qui viennent avec des solutions qui retombent dans le solutionnisme technologique, c'est problématique. Donc moi, quand je me suis pointé dans l'administration, j'ai dit, je veux apprendre de vous. Et en fait, utilisez-moi, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des choses que moi, je vais pouvoir dire, et parce que je le dis, parce que j'ai un doctorat et parce que je suis professeur dans une université, alors on va m'écouter. Mais quand c'est vous qui le dites, on va pas vous écouter parce qu'il y a un lien hiérarchique. Donc souvent, j'ai été finalement un relais d'un message qui n'avait pas été produit par Nicolas Merveille, mais qui était produit par une technocratie et éclairée une fois de plus. Je suis français, si vous l'avez pas vu, et moi, la technocratie éclairée, je m'en plains. Enfin, elle n'existe pas. Elle n'est pas là. Et à Montréal, vous avez la chance de la voir. Donc, je pense qu'il faut s'en féliciter. C'est pas souvent que des technos prennent en compte des problèmes d'intérêt général, de bien commun, de projets de société. Et à Montréal, ils le font. Donc, il faut s'en féliciter. Et ça, c'est la première chose. Deux, effectivement, Nord Ouvert est pris par les mêmes choses que de plus en plus, nous, le monde universitaire, vivons. C'est le temps de l'action. C'est-à-dire qu'on est payé pour faire. Et d'ailleurs, on est dans un solutionnisme technologique qui est devenu un solutionnisme organisationnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, il dit en mode solution, s'il te plaît. Donc, ça veut dire on veut une réponse à notre problème. Or, en fait, on voit bien vis-à-vis des enjeux du numérique, on est à peine encore maintenant en mode compréhension. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas si bien que ça ce qui se passe. C'est-à-dire, vous avez un monsieur qui s'appelle Bernard Stiegler qui dit on n'a pas encore vraiment la compréhension des effets de la télévision. C'est les années 70. Et il considère, lui, un peu avant sa mort, on n'a pas encore bien apprécié ça. Donc, imaginez-vous les enjeux du numérique. On les découvre à peine. Donc, une mauvaise solution, ça s'appelle une fausse bonne idée. Et moi, j'ai souvent été enterré de fausses bonnes idées. Mais il y a des choses assez surprenantes. Par exemple, si vous allez voir les archives d'une municipalité, ils ont archivé les tubes de gaz qui passent dans le sous-sol. Ils savent où est leur tuyauterie d'eau. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près une compréhension de l'infrastructure urbaine. Eh bien, vous pensez que la ville intelligente est connectée à cette archive? Ben non. C'est-à-dire, on fait des projets pilotes et on installe des capteurs numériques à peu près dans plein d'endroits de la ville, mais il n'y a pas de mémoire. Donc, au fur et à mesure du turnover des équipes, on ne sait plus qu'on a mis un capteur à tel endroit, on ne sait plus qu'on a mis un logiciel à tel endroit. Et en fait, c'est extraordinaire parce qu'on crée des failles dans les systèmes nous-mêmes, simplement parce qu'il n'y a pas de mémoire. Non. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas, et pourtant on sait le faire, puisqu'on le fait avec nos infrastructures matérielles, mais l'idée d'aller connecter l'infrastructure numérique avec tout le système de traçabilité pour la gestion, c'est pas fait. C'est pas systématisé. Donc, des fois, tu as des choses comme ça. C'est pourtant dans les routines organisationnelles, et cependant, de manière surprenante, ça n'existe pas. Donc, moi, je pense que le conseil scientifique aujourd'hui, c'est fondamental. C'est vraiment, je suis épaté par ce qu'il fait. Pardon pour la réponse. C'est une deuxième conférence. Une question, d'autres questions? Oui. Question pour Mme Domès. Vous avez élaboré, je ne sais pas le bon terme, politique de développement durable. Oui, stratégie, oui. Puis, vous l'avez accroché sur les objectifs de développement durable. On a vu tantôt avec l'exemple de l'éditorialisme. On a pas. Je me demandais comment ça a été reçu chez vous, mais aussi comment ça a été présenté. Puis, sur les retours de population. Sur la question. Non, nous, on a fait des consultations en partenariat et tout ça, et ça a été très, très bien reçu. En fait, il faut, tu sais, tu peux partir, on a deux options. Quand on décide de se lancer dans une analyse, on peut se lancer sur une page blanche ou encore sur un fondement. Donc, il y a quand même un fondement mondial de l'Organisation des Nations Unies sur lequel, quand même, vous, au niveau du ministère, vous êtes venu vous rattacher.
Donc, la Ville a choisi de continuer dans la même veine. Donc, il y a aussi, là, je me souviens plus, là, la Ville a quand même signé le pacte que j'oublie, c'est écrit dans ma stratégie, là, le pacte, c'est en 2016, whatever, là, que je me souviens plus du nom, là, oui, pacte de Paris. Donc, à quelque part, tu sais, si on veut être égal à nous-mêmes, ben, je veux dire, il faut quand même être cohérent dans ce qu'on fait dans nos démarches. Fait qu'en signant l'acte de Paris, ben, à ce moment-là, tu sais, on rejoint les Nations unies, on rejoint toute l'infrastructure qui fait en sorte qu'on va décliner vers là. C'est tout simplement une question de choix et de cohérence dans nos idées. Voilà. Mais on a beaucoup d'admiration pour ce que fait Victoriaville aussi, là. On collabore à leur forum et tout, puis c'est vraiment intéressant. Puis ils viennent d'être nommés la première ville à officialiser comme quoi que justement, ils ont quelque chose de développement durable. Oui, voilà, merci. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a des bonnes idées partout, puis l'idée, c'est d'être capable de capitaliser sur les bonnes idées. Merci. J'avais une question pour Madame Mallet. Oui. Au début de votre présentation, vous avez présenté deux cartes d'îlots de chaleur Oui. qui devenaient des îlots qui se rafraîchissaient. Alors, je ne connais pas bien Montréal, mais du peu que j'en sais, vous parlez de l'Est de Montréal, ça, de ce que j'entends, ça doit être des territoires où l'activité économique. Et tu parles de l'analyse en composantes principales. J'ai deux exemples, oui. Je posais la question en disant du fait que les îlots de chaleur se transforment progressivement, se rafraîchissent. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique économique derrière? Est-ce que, je posais la question parce que c'est des anciennes zones industrielles qui sont parties en friche. Non, je pense que la zone industrielle est toujours là, mais c'est qu'au lieu de laisser le territoire avec une surface minérale, ben, ils ont laissé la friche, le gazon pousser, puis c'est juste faire ça, ça a changé les températures. Ah, mais c'est pas l'activité économique. Non, c'est pas l'activité économique qui est partie. Le secteur industriel est toujours présent à Montréal. Okay. On aimerait, ça réduirait les émissions de GES, mais bon. D'accord, ça me rapporte. Non, c'est un exemple pour illustrer que perdir améliore la situation. Merci. Il y a une question qui a été posée sur. Est-ce que vous pouvez le lire? Oui, certainement. Donc, la question est la suivante. Comment les différentes directions au sein des villes, Québec et Montréal, collaborent ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable pour répondre aux différentes sensibilités sociales, territoriales et environnementales? Nous savons que les personnes qui seront le plus touchées par les changements climatiques sont les populations les plus vulnérables. Comment celles-ci ont été écoutées, consultées dans vos différents plans? J'avoue que pour le plan climat, moi, je ne peux pas répondre. Moi, je peux juste répondre pour l'analyse de vulnérabilité. C'est clair qu'on tient compte toujours des populations vulnérables dans les actions qu'on met en place. Dans le cas du plan climat, je sais qu'on a plusieurs actions qui touchent les populations vulnérables. Je présume qu'il y a eu des consultations publiques, mais on fait toujours affaire avec des organismes, exemple, Transition en commun ou Montréal, pour pouvoir intégrer certains groupes dans nos discussions. Je ne sais pas. C'est la même chose à la Ville de Québec, tout à fait. Donc, c'est une clientèle vulnérable qui est quand même difficile à rejoindre. Donc, on travaille en collaboration avec les organismes du milieu pour pouvoir rejoindre de plus en plus cette population-là. Et d'ailleurs, le CIUS met en place des programmes pour venir soutenir davantage les villes pour justement nous aider. Mais eux aussi, donc, on fait une collaboration commune pour mettre en place des pratiques et améliorer nos pratiques pour davantage venir rejoindre cette population-là. Parce qu'ils sont très impactés par toutes les infrastructures qui sont mises en place par une ville, bien entendu. Donc, il ne faut pas les ignorer. Puis, c'est une population très importante. En fait, nous autres, on a une campagne de sensibilisation aux vagues de chaleur, entre autres, qui est menée à chaque été depuis 3 ans.
particulièrement pour les vagues de chaleur, on s'entend. Ce qui fait que c'est avec la patrouille verte. Puis, depuis l'année passée, on collabore avec la STM. Pas la STM, excusez, la police, le STVM. Je suis trompée d'acronyme. On a tellement d'acronymes à la ville, là, c'est... Les voitures du SPVM. Et ouais, c'est ça. Pour aller, en fait, c'est surtout pour, pas nécessairement sensibiliser, mais pour... t'as beaucoup de personnes isolées socialement, ce qui fait qu'eux, ils ont un programme pour pouvoir aller approcher ces personnes-là. Puis, via notre campagne de sensibilisation aux vagues de chaleur, on collabore pour aller s'assurer que ces gens-là sont bien. Oui, c'est ça. On fait beaucoup de sensibilisation durant l'été. L'année passée, je pense qu'on a fait 10 000 portes. Là. Ce qui fait que c'est quand même énorme. Ouais, leur signaler les options qui s'offrent à eux. Pour pouvoir... Exactement, surtout en période de canicule, ça, ce qui fait que on a une personne à l'interne. On travaille en un partenariat également avec la direction de la santé publique, qui a été signée l'année passée sur Montréal, en fait. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup à ces volets-là. Merci. La question a été posée par Oda Essassi de la table de quartier de Montréal. Ce qui est intéressant aussi, c'est pour savoir que les villes, on n'est pas en compétition. Hein, fait c'est pas comme un milieu des affaires. Là. Donc, on travaille beaucoup ensemble. On n'hésite pas à... Je sais que les différentes unités administratives qui collaborent beaucoup avec la Ville de Montréal et vice-versa, justement, pour des échanges de meilleures pratiques. Merci beaucoup. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. C'est plus qu'une question, c'est pour rebondir sur la question qui a été posée par Aline et puis sur les réponses. Pour avoir regardé, moi, d'assez près la dernière stratégie de développement durable de la Ville de Québec, puis avoir eu la chance dans plusieurs réunions de travailler avec des gens chez vous, des gens de l'Institut EDS, etc. Ce que je trouve vraiment intéressant, puis ça répond un peu à la question, c'est que le fait de s'appuyer sur ou d'aligner d'une certaine manière cette stratégie sur le référentiel, je préfère appeler ça le référentiel des objectifs de développement durable, ça a amené toute une dimension autour des enjeux de cohésion sociale qui n'étaient pas forcément présents aussi explicitement dans les stratégies de développement durable précédentes, parce que le référentiel des ODD est très, très aligné dans la continuité de ceux du millénium là, sur ces enjeux de cohésion, d'inclusion, de justice sociale, spatiale. Et je trouve que ça a teinté de façon assez significative la stratégie, puisque une grosse partie de vos objectifs stratégiques dans la stratégie porte justement sur cette grande question de la cohésion sociale avec des objectifs et des indicateurs qui n'ont a priori rien à voir avec les enjeux environnementaux ou les enjeux de changement climatique, et qui sont vraiment des questions d'inclusion sociale. Ben merci, mais c'est vrai qu'on en a fait un plan, le plan d'action solidaire. Donc, il y a son plan en soi. Mais non seulement ça, c'est qu'on sait qu'une ville, dans sa mission, c'est de développer des infrastructures. Donc, qui dit développement d'infrastructures, ben, a un impact sur la clientèle vulnérable. Fait que donc, dans son devoir, c'est de continuer à développer de la richesse, mais sans nécessairement, tout en incluant cette population-là et de s'assurer d'une cohésion sociale, justement, en lien avec l'accroissement. Oui, parce que les actions qu'on mène pour améliorer toute infrastructure a toujours un impact. Il faut tenir compte de ces populations-là. On sait très bien que nous, actuellement, avec l'action planter 500 000 arbres, en fait, c'est dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur. Mais nous, on veut prioriser les secteurs, les milieux résidentiels et non pas nécessairement les secteurs industriels, parce que c'est les secteurs résidentiels où les populations habitent, qui n'ont pas nécessairement de l'air climatisé. Puis qu'on le sait, la nuit, la chaleur, elle monte, puis c'est les gens qui habitent surtout dans les milieux défavorisés, ce qui fait que nous, on est en train de travailler d'ailleurs sur une méthodologie de plantation pour essayer de pouvoir prioriser la plantation d'arbres.
Excellent. Donc, dans un objectif de cohésion sociale bonifié. Ben, je pense que ça tire, la conférence tire à sa fin, la session 2 tire à sa fin. Merci beaucoup à nos 4 conférenciers. Donc, je pense que le retour ici se fait pour 1h30. 1h30, on essaie d'arriver un peu d'avance. D'arriver d'avance un peu pour être sûr d'être à temps pour le départ. Donc, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, je t'ai compris.